Tout au long de cette capsule, nous soulignerons l'importance du dévouement et de la bienveillance pour favoriser la santé et le bien-être des personnes au sein des entreprises. La question du dévouement et du don de soi est généralement associée à des enjeux de performance de l'organisation et de santé. Dans des bonnes conditions, on considère que le travail est bon pour la santé. Par contre, ce don de soi-là, lorsqu'il se produit dans des conditions de travail qui sont difficiles ou pénibles, peut avoir un effet inverse et entraîner des problèmes de santé et ultimement des problèmes de performance pour l'organisation. Il existe une multitude d'études qui ont notamment étudié le lien entre les conditions de travail pénibles, notamment le stress au travail, et les effets sur la santé, des problèmes cardiaques, des problèmes de consommation de substances illicites, d'habitudes de vie délétères et de détérioration générale de la situation. Donc, le dévouement est positif pour le travail, mais en même temps, lorsqu'il est accompli dans des conditions difficiles, il devient un facteur de risque pour la santé et pour la performance de l'organisation. En ce qui concerne les risques psychosociaux, il y a plusieurs modèles théoriques. On en a 4 qu'on peut retenir particulièrement parce qu'il y a beaucoup d'études qui appuient ces 4 risques psychosociaux-là et qui démontrent un impact sur la santé psychologique et la santé physique. Premièrement, on a la latitude décisionnelle, la faible latitude décisionnelle, donc avoir peu d'autonomie, peu de contrôle sur son travail, peu de possibilités de participer aux décisions qui nous concernent et peu de possibilités de développer sa créativité et utiliser ses compétences. Alors, c'est le premier risque qui touche beaucoup de personnes dans toutes sortes de situations et on sait que c'est un des facteurs majeurs en matière de santé psychologique et stress au travail. Le deuxième facteur, c'est la surcharge de travail ou les demandes psychologiques élevées. Alors, quand on est en présence de des demandes psychologiques très fortes, que ce soit en termes de manque de temps, en termes de travail qui va trop vite, ça peut être avoir beaucoup d'interruptions, donc une charge de travail mentale qui est élevée. Alors, on sait à ce moment-là que c'est un risque à la santé. Il y a un modèle en particulier de Karasek, Robert Karasek, dans les années 70, qui nous montre que la combinaison de ces deux facteurs-là, une surcharge de travail avec une faible latitude décisionnelle, va être associée à des problèmes une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, des problèmes de santé psychologique de toutes sortes, l'absentéisme au milieu de travail et plusieurs conséquences négatives. On a également une troisième composante qui a été ajoutée avec les années, qui est le faible soutien social. Que ce soit de mon supérieur, que ce soit de mes collègues. Alors, c'est important, le soutien social est une composante vraiment importante à notre santé mentale. Et donc, si on a une faible latitude, des demandes psychologiques élevées et en plus un faible soutien social, on est encore plus à risque de présenter différentes pathologies. Il y a un autre modèle qui a été développé avec les années, celui de Sigris, qui nous dit que c'est en échange de mes efforts au travail, je m'attends à certaines rétributions. Pas juste un salaire, je m'attends à des rétributions que ce soit au niveau de l'estime de mes collègues, de mes supérieurs. Je m'attends à des promotions, des opportunités d'avancement de carrière. Je m'attends également à avoir un salaire adéquat et je m'attends à une certaine sécurité d'emploi. Et donc, si j'ai l'impression d'avoir trop d'investissement par rapport à ce que j'en retire, c'est un risque là aussi à ma santé. On doit avoir un certain équilibre entre les exigences et les ressources. Et quand j'ai cet équilibre-là, le travail peut être bon pour ma santé. En 2013, l'Institut national de la recherche scientifique a défini 7 grands facteurs de risques psychosociaux. La professeure Caroline Biron vient de nous présenter 4 de ces facteurs, soit la faible autonomie au travail, l'intensité et la complexité du travail, la dégradation des rapports sociaux et l'insécurité de l'emploi. À ces 4 facteurs de risque psychosociaux, on peut ajouter l'horaire de travail difficile, les exigences émotionnelles et les conflits de valeurs. Les problèmes de santé au travail causés par ces facteurs de risque psychosociaux peuvent se manifester sur les plans psychologiques, physiologiques et comportementaux. Au plan psychologique, on va avoir une personne qui a des problèmes de stress au travail parce qu'elle va être, par exemple, plus déprimée, plus irritable, elle pourrait avoir des troubles au niveau cognitif, être plus anxieuse. Donc,
on a une panoplie de symptômes psychologiques. On peut par contre avoir des manifestations physiques, par exemple. On sait que le stress est associé à des problèmes du système immunitaire, à des maladies cardiovasculaires. Donc, on va avoir un ensemble là, de à peu près, je pense, 80% des maladies physiques peuvent avoir un lien avec le stress, que ce soit les troubles musculo-squelettiques. Alors, on a plusieurs manifestations physiques et on ne pense pas toujours à faire le lien avec le stress au travail. Au niveau des comportements, on va avoir, par exemple, des problèmes d'alcoolisme. On peut avoir des gens qui s'absentent du travail. On peut avoir des gens qui ont un comportement plus agressif. Alors, il va y avoir un ensemble de manifestations qui vont être des signes précurseurs d'une personne qui a des problèmes de santé psychologique. Et donc, il faut être alerte à voir ces symptômes-là pour pouvoir déceler la présence de détresse ou d'un problème là, chez une personne et pouvoir lui venir en aide. Un autre concept important en lien avec la santé et le bien-être au travail est celui de la charge de travail et ses corollaires, la sous-charge de travail et la surcharge de travail. D'un point de vue conceptuel, la surcharge de travail, les limites de l'individu d'un point de vue physique. Le meilleur exemple étant, par exemple, le fait de soulever des poids. Le corps humain a une certaine limite et à partir d'une certaine charge physique, on commence à voir apparaître des problèmes de santé, les plus communs étant les maux de dos, les troubles musculo-squelettiques. La charge de travail est aussi utilisée dans un concept lié à plus de la cognition. L'aspect de dire que la quantité d'informations qu'un individu ou que le cerveau humain est capable de traiter avant de commencer à faire des erreurs. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est le principe d'une charge de travail plus globale. C'est-à-dire que les individus, dans leur quotidien, se trouvent confrontés à un sentiment de débordement où, dans les conditions dans lesquelles ils sont, ils n'arrivent plus à faire ce qui est attendu d'eux. On assiste aussi au phénomène inverse, où des changements ont essentiellement dénaturé le travail, retiré les aspects qui sont valorisants dans le travail, et on se retrouve également avec des phénomènes de sous-charge de travail. C'est-à-dire que le travail d'un individu se retrouve décortiqué et tous les aspects qui favorisent le don de soi, qui favorisent le dévouement, sont progressivement retirés et l'individu en vient à être passif. Et lorsque se produit un événement, par exemple un incident, l'individu n'est pas impliqué dans le travail et là, souvent, la situation va se détériorer très rapidement. Et là, on a les mêmes effets, il n'est pas prêt à réagir et on a les mêmes effets sur la qualité de la productivité de l'organisation et les effets sur la santé de l'individu. Dans certaines organisations, dans certaines situations de travail, on passe d'un état très sous-charge, où l'individu est très passif, il y a de l'ennui au travail, à des situations très extrêmes où là, les situations d'urgence, par exemple, où l'individu tombe tout à coup en situation où il doit agir, penser rapidement, alors que la situation d'avant, il était très inactif. Et ça, ces grandes fluctuations-là semblent aussi être des problématiques qu'il faut étudier et mieux comprendre. Parce que ces fluctuations-là semblent aussi avoir des effets sur la santé et la capacité de l'organisation à réagir à ces pics d'activité-là. La surcharge de travail est le facteur numéro 1 dans tous les sondages qu'on a menés dans les 20 dernières années. Alors, c'est toujours des problèmes de surcharge. Alors, je pense qu'il y a des limites à ce qu'on peut demander aux gens. C'est comme en ingénierie, on met de la charge sur un pont. Il y a des limites à ce que le pont va pouvoir endurer. À un moment donné, il faut faire des travaux majeurs sur le pont ou il faut en construire un autre. Et alors, avec les individus en milieu de travail, on a une approche où on pense que c'est à l'infini le développement de l'être humain au travail, qu'on peut continuellement en demander plus.
Mais dans plusieurs organisations, on voit des problèmes majeurs avec des coupures, avec des gestionnaires qui se retrouvent avec des centaines d'employés, des situations qui nécessairement vont engendrer davantage d'absentéisme, davantage de gens qui sont présents alors qu'ils sont malades et donc qui sont moins productifs et qui sont moins performants, qui vont avoir davantage tendance à faire des erreurs au travail, qui vont avoir une qualité du travail diminuée. Si les gens tombent au combat et partent en absentéisme, il va falloir embaucher des nouvelles personnes, il va falloir former les nouvelles personnes, ce qui est donc très taxant pour ceux qui restent au travail et pour ceux qui ont survécu à toutes ces vagues-là. Favoriser la santé des personnes dans l'entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Première des choses, je pense qu'il faut démystifier un peu ça et de penser que c'est toujours des solutions très complexes à mettre en œuvre. Quand on écoute des salariés, quand on écoute des gestionnaires qui nous parlent de comment ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin en matière de bien-être au travail, on constate souvent que c'est ce que j'appelle dans un rayon d'action de 3 ou 5 mètres autour d'eux. C'est des choses assez simples qu'ils vont demander. Que le fonctionnement d'équipe soit revu, que l'équipement avec lequel ils travaillent fonctionne, soit disponible, que les lieux soient bien entretenus. Donc, il ne faut pas penser que s'occuper de santé des personnes, c'est nécessairement revoir la stratégie de l'entreprise, la mission de l'organisation en tant que telle. C'est souvent des choses qui sont très terre à terre. Pour favoriser la santé et sécurité au travail, les organisations peuvent mettre en place plusieurs pratiques. En fait, on peut décider de travailler sur la charge de travail, on peut décider de travailler aussi sur le développement des habiletés de gestion de nos superviseurs, on peut décider d'investir aussi en formation au niveau de la santé et sécurité au travail. Et donc, il y a vraiment plusieurs choses que les organisations peuvent faire. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucune recette miracle qui va fonctionner. Il faut absolument que les pratiques qu'on décide de mettre en place en tant qu'organisation soient adaptées au contexte de l'organisation. Ils doivent absolument être contextualisés à la réalité de l'organisation pour que ça puisse fonctionner. Je pense qu'une des façons que les organisations peuvent bien s'occuper des gens et de leur santé psychologique, c'est d'une part par le climat de sécurité psychosociale. Ce que c'est le climat de sécurité psychosociale, c'est d'avoir des pratiques politiques et procédures pour montrer qu'on s'occupe des personnes et de leur santé psychologique. On avait la même chose au niveau de la sécurité du travail, un climat de sécurité où tout le monde est motivé et engagé dans la sécurité. On voit à ce moment-là que l'importance se traduit à toutes les sphères hiérarchiques. Et on a la même chose au niveau des risques psychosociaux, où une organisation qui accorde une priorité élevée, qui entend les priorités des gens et leurs préoccupations en regard à la santé psychologique, qui va avoir des mécanismes comme des mécanismes de communication, des mécanismes de participation en matière de risques psychosociaux. Donc, c'est une des façons importantes pour bien s'occuper de la santé psychologique des gens. Dans des travaux récents, j'ai entre autres regardé l'effet du climat de sécurité psychosociale sur les pratiques de gestion qui favorisent la santé. On sait que le gestionnaire a un rôle déterminant en matière de santé psychologique. Souvent, ce qui fait que j'aime mon travail, c'est parce que j'ai un bon patron. Et on a vu que le climat de sécurité psychosociale était un des principaux prédicteurs, une des principales choses qui expliquent pourquoi les gestionnaires arrivent à adopter des bonnes pratiques de gestion qui favorisent la santé de leur personnel. Quand on a un climat de sécurité psychosociale élevé, on a une implantation, disons, plus prononcée de pratiques d'intervention qui vont toucher la sphère pratique de gestion. On sait que c'est une sphère qui est difficile. Les organisations ont surtout tendance à mettre en place des mesures individuelles. Alors, ils vont mettre en place, par exemple, des machines distributrices d'aliments sains, un support à vélo et des choses qui vont encourager les gens à faire de l'exercice physique. Mais au niveau de la sphère des pratiques de gestion, c'est plus difficile. Et donc, le climat de sécurité psychosociale favorable ou fort va permettre d'expliquer pourquoi il y a plus d'implantation dans la sphère pratique de gestion. La sphère pratique de gestion qui est la plus importante, du moins aux yeux de plusieurs chercheurs, parce qu'elle touche les risques psychosociaux. Alors, quand le gestionnaire sent que c'est une priorité pour l'organisation, et à ce moment-là, il se sent davantage en mesure d'adopter des bonnes pratiques parce qu'il y a différentes politiques, différentes pratiques qui lui donnent de la marge de manœuvre. Les entreprises peuvent avoir une certification qui repose, en principe, sur 4 aspects. La mise en place de mesures de conciliation travail-famille,
la mise en place de saines habitudes de vie. Hein, on dit souvent manger des pommes, manger des carottes et faire du vélo. L'aménagement d'un environnement de travail qui est favorable aux individus et finalement des pratiques de management qui visent à éliminer les risques à la source. Alors en principe, cette norme-là est très intéressante. Le problème qu'on vit, c'est que dans les faits, hein, la partie pratique de management, c'est celle qui a le plus d'impact, mais c'est aussi celle qui remet le plus de choses en question et qui est le plus difficile dans les organisations. Alors, ce qu'on voit chez de nombreuses entreprises qui obtiennent une telle norme, c'est qu'elles s'investissent essentiellement dans les saines habitudes de vie, la mise en place d'abonnements à des gyms, des bons lunchs à la cafétéria, mais fondamentalement, on demeure à un niveau de prévention secondaire. Ce qu'il faut voir, c'est que l'action la plus efficace, c'est les pratiques de management. Et donc, ces pratiques-là, elles doivent se situer directement au cœur de l'entreprise. Ça implique de diagnostiquer les problèmes, de les identifier, de comprendre les situations de travail qui sont problématiques et de mettre en place des solutions qui sont adaptées. Et ça, la littérature regorge de solutions intéressantes, qui est notamment les principes de participation. Hein, les principaux acteurs concernés doivent impliquer dans ce processus-là du début de l'intervention jusqu'à la fin. Et là, quand on parle de participation, il y a une petite phrase qui dit c'est important de participer à la prise de décision et non de participer à des décisions prises. Souvent, c'est des petites choses qui visent à éliminer des éléments bien concrets. Mais pour ça, pour être capable d'éliminer ces éléments bien concrets-là, on doit comprendre la situation de travail, on doit comprendre le contexte. Le contexte du travail est beaucoup plus complexe qu'avant, ce qui rend parfois plus difficile d'harmoniser les différents aspects de la vie d'une personne, tant au travail qu'à l'extérieur. La professeure Lise Chrétien est l'une des spécialistes au Québec du concept d'harmonisation travail-vie personnelle. L'harmonisation travail-vie personnelle, c'est l'activité par laquelle les personnes en emploi tentent d'assumer leurs obligations personnelles et professionnelles de façon adéquate. C'est un concept qui est plus large que la conciliation travail-famille. Parce que d'abord, il s'adresse à tout le monde qui occupe un emploi rémunéré, pas seulement aux parents travailleurs, aux jeunes, aux travailleurs seniors, donc toutes les personnes qui ont un emploi. C'est aussi plus complexe parce que bien sûr, il y a le travail et il y a la famille, mais il y a aussi tous les autres domaines de vie, comme les sports, les loisirs, les devoirs juridiques, les relations sociales, les engagements communautaires. Alors, c'est plus complexe. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas simplement travailler, mais veulent avoir une vie à côté. Il faut qu'il y ait cette convergence, je dirais, entre les deux univers. La question qui se pose plus, c'est comment on doit faire cette convergence-là. Je pense que d'abord, il faut faire attention à poser des limites sur le travail en tant que tel. Hein. On parle beaucoup à l'heure actuelle du droit à la déconnexion. Hein. Moi, j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on ferme la lumière de son bureau qu'on a fini de travailler. Puis souvent, même à partir du moment où on met notre téléphone dans notre poche, bien, on met le travail dans notre poche aussi, hein, qui nous suit. Puis il est même parfois à côté de la table de nuit, tout près de nous. Le travail n'est jamais très loin dans notre univers. Et donc, il faut faire très attention à cette sorte de porosité-là qu'il peut y avoir entre la vie privée et la vie professionnelle. Et les organisations ont un rôle à jouer là-dedans pour poser des limites à ce niveau-là, mais aussi les individus. Et donc, il faut faire attention des fois aux approches qui sont un peu trop... ce que j'appelle, moi, cosmétique en tant que tel, hein, où on veut tenir compte du bien-être des gens, donc on va donner des paniers de fruits, une baguette de pain, du massage sur chaise, etc. Et ça, c'est pas véritablement les vrais besoins des gens au travail. Ces approches-là sont ce que j'appelle, moi, les approches pomme, carotte, vélo, hein, en tant que telles. Et il faut beaucoup plus intervenir sur le travail. Donc, harmoniser travail et vie privée, c'est aussi de répondre aux besoins des individus. Cette question de l'épanouissement professionnel dans la vie privée, elle est quelque part importante. Et donc, l'enjeu, c'est pas tellement de transposer ce qui se passe dans la vie domestique dans le monde du travail, c'est de faire les frontières entre les deux, puis c'est s'assurer qu'en effet, dans le monde du travail, il y a ce qu'il faut pour les individus pour garantir un peu cet épanouissement professionnel.
c'est beau d'avoir des mesures d'harmonisation travail-vie personnelle, mais est-ce que les gens se sentent à l'aise d'utiliser ces moyens-là qu'on met à leur disposition? Alors peut-être que oui, on laisse les gens avec un horaire flexible, on peut rentrer à l'heure qu'on veut, mais qui sont complètement débordés de travail, avec une surcharge de travail. Et à ce moment-là, même si la mesure de harmonisation travail-vie personnelle est présente dans l'organisation, les gens ne se sentiront pas enclins à l'utiliser parce qu'elle ne correspond pas à leur situation au travail. Alors, je pense que les organisations doivent d'une part tenir compte davantage des risques psychosociaux qui portent atteinte à la santé psychologique des gens. Donc, on parle de surcharge de travail, de faible latitude au travail, on parle de faible soutien social, de faible reconnaissance. En fait, tout ce qui amène un certain déséquilibre entre les exigences de mon travail et mes ressources. Et souvent, donc, ce déséquilibre-là, on le retrouve dans les conditions de travail, on le retrouve dans les pratiques de gestion. Et la solution des organisations va souvent être des solutions individuelles à des problèmes qui sont organisationnels. On a des problèmes de santé psychologique, mais on y apporte des solutions psychologiques. On va avoir des organisations qui mettent en œuvre des mesures préventives qui touchent les individus, comme les inciter à avoir une alimentation saine, des saines habitudes de vie. Et donc, on les invite à avoir un horaire de travail, par exemple, qui va être flexible. Mais est-ce que les gens se sentent enclins à pouvoir utiliser ces mesures-là? On voit beaucoup dans les entreprises des mesures individuelles, comme par exemple, bon, on va avoir un panier de fruits, ou on va avoir un club social, ou des activités de formation, par exemple. On fait venir un conférencier très célèbre et on pense que ça va faire du bien aux gens. Et c'est pas qu'il faut pas faire ça. Au contraire, ce sont tous des bonnes initiatives, mais nos stratégies ne doivent pas reposer que sur des méthodes individuelles. Je pense qu'il faut aller là où le bas blesse et toucher ce qui fait en sorte que les gens sont malades. La stratégie la plus performante, disons, pour s'occuper de la santé des gens, c'est de combiner différents niveaux de prévention. Donc, d'avoir des stratégies primaires où on s'occupe des risques psychosociaux, on s'occupe de l'organisation et des conditions de travail qui portent atteinte à la santé psychologique. On met en place également des stratégies secondaires où on s'occupe des individus qui sont aux prises avec certains problèmes et on les aide dans leur gestion du stress. Et également de la prévention tertiaire où là, on s'occupe des gens qui sont tombés au combat. Alors, par exemple, un programme d'aide aux employés, des programmes de retour au travail suite à une absence pour un problème de santé mentale. Alors, le fait de combiner différents niveaux de prévention risque d'être une stratégie gagnante. Bien qu'on parle souvent de la nécessaire bienveillance des gestionnaires envers leurs employés, il est aussi important d'aborder la bienveillance des employés envers leurs gestionnaires. Depuis quelques années, des travaux de la professeure Marie-Hélène Gilbert se consacrent à l'étude de l'impact des actions des employés sur la santé des gestionnaires. Les organisations gagnent à former leurs employés sur leur rôle, donc leur responsabilité à l'égard de leur propre santé, mais également à l'égard de la santé ou du bien-être de leurs collègues et également de leurs supérieurs. Avec des collègues, on a été en mesure d'identifier 5 différentes pratiques de travail que les employés peuvent adopter pour favoriser le bien-être et également la santé de leurs gestionnaires. Une première pratique est considérée une pratique de soutien, c'est-à-dire le fait d'assister son gestionnaire dans la tâche, de le remplacer au besoin. Une deuxième pratique consiste en l'affiliation sociale, c'est-à-dire le fait de participer à la création d'un bon climat de travail. Une troisième pratique concerne les pratiques de contribution, donc le fait de se montrer proactif, d'avoir des initiatives, de faire des propositions aussi. Quatrième pratique est liée à l'information, donc de tenir informé son gestionnaire, de lui transmettre les bonnes informations et les informations pertinentes, notamment à la prise de décision. Et une dernière pratique est liée à l'éthique, donc l'importance de faire preuve d'intégrité dans son travail.